Bonjour Monsieur le Ministre. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la COP20 à Lima, à l'occasion de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, la 20e conférence des parties. Et quels sont les enjeux pour vous, ministre du Niger? Quels sont les enjeux pour vous de cette conférence? Qu'est-ce que vous en attendez? Et quels sont les messages que vous voudriez porter ici aujourd'hui à cette conférence des parties sur le climat? Nous sommes ici à Lima pour entendre le monde entier et que le monde entier aussi nous entende, qu'on puisse en tout cas donner notre point de vue sur les débats et l'évolution des débats qui portent sur les changements climatiques. L'enjeu pour nous ici, c'est qu'on puisse arriver à avoir un projet d'accord qui prenne en compte les réalités de nos pays, notamment les pays sahéliens, et pour ceux qui nous concernent, qu'ils prennent en compte les réalités tout à fait nigériennes. On pense qu'ici, on doit planifier et régler toutes les contradictions pour que l'essentiel des délégations puisse se mettre d'accord pour balayer la route pour Paris, afin que Paris soit pour nous un succès. Il faut que, au niveau de Paris, qu'on puisse être sûr de pouvoir aboutir à un accord contraignant, concret, et qui tienne compte des aspects de l'équité et qui couvre tous les aspects, qui ne prennent pas seulement en compte un seul aspect de la plateforme de Durban, mais qui couvre tous les aspects de la plateforme de Durban. Il faut nécessairement qu'ici, que les contributions nationales, que ceci soit clarifié et que l'Afrique et nos pays puissent savoir à quel aspect de cette contribution les grands pays, ceux qui ont contribué à la destruction de la planète, comment ils comptent aborder avec nous cette question de contribution nationale. Et la question du financement également, nous saluons un peu la mobilisation, en tout cas, des financements. Donc, nous avons une multitude de financements et une multitude de fonds. Ici, nous voulons que ce soit bien clarifié, que tous les mécanismes soient clarifiés pour nous, pays, en tout cas, qui subissons les coûts des changements climatiques, que ces fonds, leur interrelation soit connue et que leur utilisation soit clarifiée pour nos pays. Voilà. Vous avez mis le doigt effectivement sur les grands enjeux de la conférence. Le Niger est un pays déjà engagé dans des stratégies d'adaptation, évidemment avec toutes les difficultés que vous avez évoquées à l'IMO au niveau de la mobilisation des financements, peut-être même de la technologie ou autre. Par exemple, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de stratégie que le Niger met en place pour essayer de prendre en compte la question climatique au-delà de ses communications et de ses contributions nationales, mais par exemple sur l'agriculture ou l'eau? Le Niger est un pays sahélien. Le Niger est un pays désertique. Le Niger est un pays en proie à la déforestation. Le Niger est un pays en proie à la dégradation des terres. Donc, parmi les actions que nous menons, nous déployons de gros efforts pour la reforestation et pour le reverdissement de notre pays. Il a été observé que sur les 30 dernières années, nous avons pu reverdir plus de 5 millions d'hectares. Mais en même temps que nous reverdissons, nous avons des pertes énormes d'hectares chaque année. Nous perdons, selon les dernières évaluations, plus de 64 000 hectares par an. Et pour solutionner ce problème, nous avons engagé un vaste programme de récupération et de restauration des terres qui nous impose chaque année de pouvoir traiter 115 000 hectares. Et nous avons également
plusieurs activités dans le domaine de la lutte contre la déforestation, de la plantation d'arbres, etc. Et nous avons ce vaste programme du chef de l'État qui intègre tous les aspects qui peuvent se retrouver et pour l'atténuation et pour l'adaptation également. Nous avons ce que nous appelons les 3 N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est des activités tant dans le domaine de l'environnement, de l'hydraulique, de la pêche, de l'élevage, de l'agriculture. Et c'est pour cela, pour revenir, qu'on s'est dit, nous, on ne peut pas accepter un accord qui ne tiendrait pas compte de nos réalités. On ne peut pas accepter un accord qui ne prendrait pas en compte la terre. On n'accepterait pas un problème qui léserait nos pays. Et je pense que dans nos pays, notamment le Niger, la population est essentiellement rurale. Le capital principal qui permet de travailler et de générer des revenus, c'est la terre. Or, nous avons observé que ni dans le préambule, ni dans le fond de ce projet d'accord, on ne parle nulle part de la terre, nulle part de la restauration des terres. Et ma délégation ici est porteur des idées selon lesquelles il faut absolument, et dans le préambule, et dans le fond, il faut qu'on parle de la terre, qu'on parle de la déforestation, et qu'on parle également de la restauration des terres et de la récupération des terres. Alors, merci pour ces 2 réponses. Alors, une petite question. Là, on est en train d'échanger en français. On se trouve à Lima, dans une COP qui, en général, quand même si les langages officiels prennent en compte la diversité linguistique, bien sûr, on sait que le cœur des négociations se passe aussi en anglais, et ce qui est toujours effectivement une difficulté sur les délégations. Mais là, revenons à cette question de la langue française et de l'espace francophone. Quel est le rôle que vous voyez, vous, pour la francophonie, qui est déjà active sur la question de l'accompagnement et le renforcement des capacités? Quel est le rôle que vous voyez pour la francophonie dans les prochaines COP et même aujourd'hui dans l'exercice de ces négociations climatiques, sachant que nous allons avoir 2 COP francophones? Comment vous voyez ce rôle de la francophonie pour accompagner les pays en développement, les pays du Sud et les pays en développement et du Sud de l'espace francophone? La francophonie, c'est 80 pays à peu près. C'est une vaste et significative chaîne de solidarité. Et j'ai compris que l'engagement est de plus en plus très fort pour que les pays de la francophonie puissent parler de la même voix, qu'ils puissent tirer un meilleur parti de cette chaîne de solidarité. Et nous avons d'ailleurs intérêt à être plus solidaires et à parler de la même voix et aller autour de la France, avec la France, pour qu'on puisse influer et créer les conditions d'aboutir à un accord à Paris qui tiendrait bien entendu compte des intérêts des pays francophones dans lesquels le Niger se trouve et dans lesquels les pays sahéliens se trouvent. Et ceci, si la francophonie doit renforcer cette chaîne de solidarité, ils doivent mettre le prix sur les aspects linguistiques pour qu'on puisse être en mesure de bien comprendre les informations qui circulent et qu'on puisse traiter ces informations et comprendre si elles sont de notre intérêt ou d'un autre intérêt. Et ceci m'amène à parler de la question de la langue, bien entendu. Nous, notre expression, pour le moment, se fait en français. Dans ces grandes réunions que nous faisons, les débats tournent autour, en tout cas, semblent ignorer l'importance, en tout cas, de la langue que nous portons, nous. Or, on a besoin de comprendre, on a besoin de donner notre avis. Et on ne peut pas donner son avis clair et efficace si on n'a pas bien cerné les contours des mots qui sont en train de circuler. Et en cela, je pense que la francophonie doit faire des gros efforts à côté d'autres langues pour que vraiment la langue française puisse nous aider à participer activement au débat qui porte sur les changements climatiques. Et au-delà, étant donné que tous les pays ne sont pas au même niveau, même à l'intérieur de la francophonie,
Ceux qui ont plus de compétences et d'expérience doivent aider les autres à mieux se former, doivent aider à renforcer leurs capacités pour renforcer nos capacités de négociation. Ça, c'est en cela que je vois notre évolution par rapport aux débats qui se font et qu'on doit faire d'ailleurs à l'intérieur de la francophonie. Il faut que d'ici 2015, que la francophonie ait une feuille de route claire à travers laquelle, en tout cas, toutes nos étapes seront connues et toutes les étapes de débat interne soient connues pour que, comme je le disais plus haut, qu'on dégage une position commune défendable à tous les niveaux. Et je crois que le poids de 80 pays, c'est quand même pas négligeable dans les négociations futures et dans toutes les négociations d'ailleurs. Est-ce qu'effectivement, dans d'autres conventions, de diversité, des certifications, oui, il y a ce même rôle que joue et que doit jouer encore plus demain la francophonie? Normalement, la francophonie doit s'exprimer partout, quels que soient les types de conventions et les types d'organisations, on doit pouvoir s'affirmer. Écoutez, Monsieur le Ministre, je vous remercie beaucoup pour ces instants d'échange. On espère que, à minima, l'accord de Lima répondra du mieux possible à cette vision que vous portez et que beaucoup d'entre nous portons. Et espérons que la prochaine étape à Paris ne sera que la traduction dans la mise en œuvre opérationnelle, qui ensuite se déclinera les années suivantes pour une transition climatique réussie. Notre souhait, c'est que Paris soit un succès. Et nous allons à notre niveau mettre toute notre énergie pour que Paris, cette ville historique, soit un succès, pour que la conférence de Paris soit un succès et qu'elle puisse donner au monde cet accord qui est tant attendu sur le changement climatique. On a fait trop de débats, trop de missions, trop de conférences et à ce stade-ci, il est temps que le monde comprenne, comme quelqu'un l'a déjà dit, et ce matin, la ministre Seguileroy l'a dit, il n'y a pas de plan B puisqu'il n'y a pas une planète B. Et la planète, c'est notre affaire à nous tous. Le défi est planétaire et tous les acteurs sur la planète sont concernés. Il y va de l'intérêt de tous. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un grand plaisir. Merci.